Négociations pour la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Les deux délégations retrouvées à Luanda se sont séparées dos à dos, pas de compromis. C'est le premier dossier. Impasse. C'est le terme approprié pour expliquer la nature des négociations pour la paix entre Kinshasa et Kigali, sous les auspices de Luanda. Lors de la réunion ministérielle entre la RDC et le Rwanda, organisée dans la capitale angolaise, les deux parties se sont séparées dos à dos. Les deux délégations ne sont pas parvenues à un compromis. Alors, monsieur le docteur, l'élaboration du plan de désengagement, c'est la question qui divise les deux parties en négociation. Mais écoutez, madame, vous savez, en termes de négociations internationales, il ne faut pas dramatiser. Le fait qu'il y ait un couac aujourd'hui ne signifie pas qu'on ne finira pas par aboutir à une conclusion, à un aboutissement concluant. Ça fait deux rencontres assez serrées. Ce n'est pas des problèmes, c'est d'ailleurs ça aussi la magie des négociations internationales. Chaque partie cherchera à se cramponner dans sa position. C'est aussi ça une façon d'amener la partie en face de vous, de pouvoir se plier à vos revendications. Mais ici, il ne faudrait pas, comme je le vois dans l'opinion publique, on essaye de dramatiser comme pour dire que c'est un échec. Nous n'en sommes pas encore là. Et je pense que la délégation que la République démocratique du Congo a mise en place pour pouvoir parler au nom de la République maîtrise la question, connaît nos revendications, mais aussi connaît les revendications avouées et inavouées de la partie rwandaise. Et ici, j'aimerais dire, madame, que je... C'est pareil pour le Rwandais aussi. C'est pareil pour le Rwandais. Qui oppose justement l'AFC, le M23 au FDLR. Oui, mais justement parce que le FDLR ne cesse d'être ce prétexte que le pouvoir rwandais, le régime kagamien, n'a cessé d'évoquer pour justifier ces différentes incursions et ces ingérences. Pourquoi il y a un prétexte aujourd'hui? Mais écoutez, d'abord il faut savoir, madame, que les États n'ont pas d'état d'âme. N'exigeons pas à un État d'être aussi moral ou moralisé comme nous le sommes en tant qu'individus. Voyez-vous, chaque État pense faire ce qui est bon pour sa survie. Chaque État pense faire ce qui est bon dans la quête de sa puissance. Ce qui politiquement est bien alors. Ce qui est tout à fait normal. Mais ici, nous sommes dans une phase diplomatique où chaque État vient dort autour de la table de négociation avec ses revendications. Voyez-vous? Et il ne vient pas comme un temps de garçon de cœur. Chacun vient avec ses revendications et les délégations sont dans l'obligation de ne faire que ce que leur gouvernement central, ce que leur régime leur ont demandé de faire. Et ici, madame, il faudrait dire que je crois au leadership du président João Lourenço, je crois à la médiation qu'est en train de mener le président angolais et au finish, j'ose croire, madame, qu'on finira par avoir un aboutissement concluant. Parce que si une guerre ne sait pas finir par des moyens militaires, eh bien, les meilleurs moyens, ce sont les moyens politiques. Et lorsqu'on recourt aux moyens politiques, madame, c'est aussi l'art de la concession. Pour vous, on ne pourra pas réussir par des moyens militaires. Ben, je ne vais pas dire qu'on ne pourra pas réussir, mais quand même, une étude honnête, intellectuellement honnête, en tant qu'expert en géopolitique, lorsque nous regardons, nous nous rendons compte que nous avons eu du mal à en finir militairement parlant. Mais aussi, il faudrait ici dire qu'en termes de négociations internationales, la validité, la voix du diplomate n'a de pouvoir, n'a de poids que lorsque cette voix peut être contraignante. Contraignante dans la mesure où la voix, ce que les diplomates vous proposent, deviennent comme une contrainte dans la mesure où, si vous la refusez, alors il peut recourir, ce diplomate, il peut recourir à des moyens militaires. Ce qui malheureusement n'est pas le cas pour nous. Donc, nous avons intérêt à mettre toutes nos batteries en marche, nous avons intérêt à pouvoir trouver des solutions politiques, pour trouver des solutions diplomatiques, solutions que nous avons eu du mal à trouver du point de vue militaire. Mais cela ne nous empêche pas, alors que nous sommes en train de négocier, de donner les moyens à nos soldats, de donner des moyens à nos militaires pour que, si jamais le Rwanda régner comme d'habitude ses engagements, si jamais le Rwanda régner comme auparavant, que nous puissions cette fois-là recourir aux moyens militaires. C'est-à-dire, on doit faire d'une pierre deux coups. Alors que nous sommes en train de négocier à Luanda, nous devons aussi nous rassurer que nous sommes en train de donner à nos soldats, de donner à notre armée les moyens nécessaires pour en finir une fois pour toutes avec cette guerre qui n'a que trop duré.
N'oubliez pas. Vous savez que donner les moyens à nos soldats, donc renforcer leurs capacités, c'est renoncer à tous les projets en cours. C'est ce qui aussi craint la population. Quand le chef de l'État dit plus de gratuité. Non, les chefs d'État n'ont pas parlé. Non, je crois qu'on a déformé les... L'opinion a envie de comprendre. On a déformé les propos du chef. On a la veille de la rentrée scolaire, les mères, les femmes enceintes, elles font quoi? Que deviennent tous les projets, les 145 territoires? Ben, écoutez, madame, il y a des choses que je voudrais dire. D'abord, premièrement, je ne suis pas porte-parole du gouvernement, moi encore du chef de l'État. Non, mais vous êtes expert, vous lisez en tant qu'analyste, laissez-moi vous dire lisez. qu'on a sorti de son contexte les propos du chef de l'État qui déclarait lors de sa réunion avec le président Macron lorsqu'il est venu en visite ici à Kinshasa. Il s'est plaigné plutôt que la guerre nous empêcherait. Les moyens qu'on va mettre pour le retour de la paix à l'est de la République pourraient nous aider, ces moyens-là, à renforcer la gratuité de l'enseignement, à renforcer la gratuité au niveau de la maternité, ainsi de suite. Le projet de 145 territoires. Je pense que le gouvernement jusque-là n'a pas renié son engagement à pouvoir continuer dans cette logique de la gratuité de l'enseignement, qui du reste a permis à beaucoup d'enfants de pouvoir retrouver le chemin de l'école. Mais aussi, il faudrait dire, madame, que pour un État qui se respecte, pour un État qui a 9 voisins autour de lui, la question de la survie, la question de la sécurité devient la question primordiale et principale. C'est-à-dire, s'il faudrait que nous puissions nous engager dans une vie d'austérité, nous devons nous engager dans une vie d'abnégation. Il le faut pour que la paix règne finalement, non pas seulement dans la partie orientale du pays, mais dans l'intégrité de notre territoire tout entière. Pourquoi? C'est qui nous? Nous, Congolais. Voyez-vous, nous, Congolais. Parce que la question qui touche à la sécurité touche à notre survie. Elle touche à la survie de nos enfants et des enfants de nos enfants. Et à cela, c'est là où le gouvernement devrait faire ce que j'appelle démocratiser la guerre. Démocratiser la guerre ne signifie pas que chacun de nous, vous et moi, puissions aller au front, mais puissions accepter de faire des concessions, vivre dans l'abnégation, vivre dans l'austérité, pourvu que notre armée ait les moyens nécessaires. Et pour que cela soit possible, il faudrait que le gouvernant prêche par l'exemple. C'est là où il est important de faire à ce que ce soit l'école. Pour un pays qui a autant de voisins, je l'ai toujours dit et je vais le répéter, déjà à partir de l'école, il faudrait que l'école soit considérée comme l'antichambre de la caserne. Il faudrait que les journalistes que vous êtes, il faudrait que les hommes d'église, il faudrait que les hommes politiques, les organisations humanitaires qui vivent et qui fonctionnent ici au Congo puissent développer cette culture de la sécurité collective, c'est-à-dire comprendre que nous sommes un pays en permanence menace. C'est-à-dire nous sommes menacés de manière permanente. Mais qu'est-ce que nous faisons dans l'entretemps pour éradiquer cette menace? Parce que cette menace peut être une aubaine pour nous, une opportunité pour nous, afin de nous amener à finalement mener de véritables réformes du point de vue sécuritaire. À quelque chose de malheureux, toujours bon, passons... C'est cela la résilience, madame. C'est cela la résilience. Voyez-vous, moi je pense que cette situation devrait facilement nous amener à adopter une posture d'une grande puissance régionale et pourquoi pas une grande puissance africaine, de manière à construire une armée dissuasive, une armée républicaine, une armée qui ne fait pas d'éloge au régime ou à un individu, mais une armée qui soit totalement républicaine et non tribale. Une armée qui obéisse au commandement et non pas aux chefs de groupes armés d'hier. Une armée qui soit totalement vouée et dévouée à la cause de la sécurité nationale. Et pour cela, madame, il nous faut des moyens. Premier moyen, ce sont d'abord des moyens d'ordre stratégique avant de recourir à un renouvellement de l'arsenal. Deuxième dossier.